revenu sur tes cartes? Ça tourne là? Ouais. On parle de technologie, d'art, de digitalisme, de plein de choses en rapport avec... Plein de belles choses. Plein de belles choses, exactement. Tu me m'ôtes les mots de la bouche. Merci d'être là, William Mapan, avec Makio64, très important de nos jours. Hello. Et moi-même, Floz. Et ouais, super content de t'avoir, William. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, pour parler de ta carrière qui est assez massive, t'as commencé... Massive, c'est moi. Massive, hein. Un mot qui caractérise bien, William. Boum. Donc oui, t'as commencé, on va partir à partir de Gobelin, t'étais à Gobelin, t'es allé ensuite à Londres, à Unit9, c'est là où on s'est rencontrés, t'as fait tes premières armes et t'as gagné ton premier Site of the Year sur Oz. Et ensuite, t'étais dans l'advertising, t'as continué, t'as gagné en skill, t'as fait beaucoup de WebGL, beaucoup de web. Ensuite, t'es allé à Make Me Pulse. Là, t'es tech lead sur Paris, du coup. Et récemment, t'es parti dans une nouvelle aventure chez Fable. Voilà. Et à côté de tout ça, t'es ultra prolifique. Tu crées plein de séries diverses et variées. Je sais pas si on peut dire ultra prolifique, mais... Je pense qu'on peut dire ultra prolifique. Je pense que c'est prolifique, c'est sûr. Et voilà. Après ultra, ouais. Moi, j'aime bien ultra prolifique. J'aime bien aussi. Approuvé. Du coup, ultra prolifique. Et juste avant tout ça, il y en a qui le savent peut-être pas. T'avais un petit parcours un peu atypique avant de débuter. T'as failli être joueur de foot. Non, je faisais plusieurs sports à un niveau semi-pro, plutôt arts martiaux, et foot c'était plutôt secondaire, beaucoup de karaté, et après, dû à un déménagement soudain, j'ai dû tout arrêter, et une blessure qui allait avec, donc du coup j'ai arrêté, puis j'ai fait autre chose. Et là, tu t'es dit, le code, ça a l'air pas mal. C'est encore après. Non, c'est bien après le code, en fait, c'était bien après. En fait, j'ai fait du coup quelques années en région centre, vers Pithiviers, pour ceux qui connaissent. Petite ville de 10 000 habitants, voire plus, je vais pas dire des conneries. Donc je passe mon bac là-bas, après j'ai fait un DUT info, mais pas très longtemps, j'ai arrêté assez vite parce qu'au final ça me plaisait pas parce que c'était pas assez graphique. Donc c'était vraiment pure mathématiques, pure info, etc. C'était pas dingo. Donc j'ai arrêté, et puis ensuite j'ai fait une petite période à vide, et j'ai fait un DUT SRC. Ok. Et en DUT SRC, c'est là que j'ai vu en fait plein de trucs, le code, la communication, Photoshop, Illustrator, Flash. Donc à la base, j'ai beaucoup aimé Flash et After Effects, et donc j'ai commencé en tant que motion designer. Et tu te caractérisais comme motion designer au début? Ouais, en fait, en fin de DUT, j'ai fait un stage de 6 mois de motion designer. Ok. Et avant Gobelin, j'ai fait 1 an parce que j'étais un peu étourdi, comme d'habitude. Donc j'ai loupé l'inscription, la date butoir pour Gobelin, et du coup pendant 1 an, j'étais motion. Et quand t'es arrivé à Gobelin, t'avais postulé directement en mode développeur? Ouais. Ok. T'as fait des deals motion, c'était cool, mais... Ouais, et juste avant, j'ai fait un peu de dev dans une petite boîte à Paris où j'ai remis les pieds ou les mains, dans le JS, quoi. Ok. Mais voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai bifurqué un peu. Ok. Mais en fait, dans After Effects, je faisais beaucoup de code aussi. Tu sais, tu peux un peu coder du JavaScript un peu chelou. Du coup, et vu que je faisais beaucoup d'AS3, en fait, j'avais un peu ce côté motion, mais quand même un peu codeur. Tu mettais les mains dedans. Voilà, quand il fallait y aller, quoi. Et qu'est-ce qui t'a fait partir, parce qu'il parlait d'Unit9 tout à l'heure, mais qu'est-ce qui t'a amené à Unit9 derrière? Juste ton envie de voyager, ou il y avait... Non, c'est surtout le fait qu'à Gobelin, en fait, il y a beaucoup de projets un peu innovants. Donc on nous pousse à faire des projets innovants avec les créas, entre les deux, etc. Il y a une espèce d'émulation en fait dans les classes qui fait que t'as toujours des projets qui sont assez ouf. Et en fait, je voulais garder cette dynamique. Et j'avais vu Unit9 qui faisait des projets très innovants en fait. Et du coup, je me suis dit c'est une porte de sortie parfaite et logique après Gobelin, tu vois. Moi, j'avais eu exactement la même idée. Comme ça, je me suis retrouvé là-bas aussi. Effectivement, du coup, j'ai pas été déçu en termes de rythme. Tu travaillais beaucoup? Très beaucoup. T'as surpris un peu, ou tu savais que t'allais enchaîner? Non, je sais pas. En fait, moi, j'ai fait une alternance quand j'étais à Gobelin. J'étais dans une boîte qui s'appelle Valtech. Donc, le rythme n'était pas aussi soutenu. C'était une beaucoup plus grosse boîte. Là, c'était Unit9, c'est un gros studio, on va dire. Et ouais, on travaillait énormément.
job passion, hein, tu connais. Ouais. Et c'est un rythme que t'as retrouvé dans plein de boîtes après, ou c'était vraiment... C'est un rythme. En fait, je me suis rendu compte que c'est dans l'industrie, c'est comme ça en fait. Il n'y a pas beaucoup de boîtes qui arrivent à comment dire, à adoucir le rythme qui leur est imposé en termes de pitch, en termes de projet, en termes de budget. C'est toujours très très serré, tu vois. Ouais. Donc c'est compliqué. Donc c'est à toi de poser tes limites, tu vois. Au bout d'un moment, j'ai compris que c'était à moi de mettre les limites et de dire ah bah salut. En fait, j'ai sport, tu vois. Donc j'ai une vie à côté aussi. Donc bye bye. Donc voilà. Ouais. Donc ouais, au début c'était beaucoup de travail et puis progressivement je me suis rééquilibré. Ok. Et Unit 9, Make Me Pulse, les deux, plein de prix, plein de FWA, et dont 2 Seat of the Year, qui est pas anodin. Ouais, alors les awards, il y a du bon et du moins bon. En tout cas, ce qui est bon, c'est que ça pousse les gens toujours à se dépasser. Et FWA, fut un temps, historiquement en tout cas, c'est une grosse source d'inspiration, tu vois, qui pousse toujours les gens à se dépasser et avoir ce tampon FWA, tu vois. Et donc bon, il y en a un par jour, donc c'est un peu beaucoup. Je pense que c'est un peu contre-productif. Mais d'avoir un prix par an qui désigne un peu le meilleur site, toi, c'est toujours un peu... Puis il y a les Seat of the Month. Ah, et aussi les sites of the month, effectivement. C'est toujours gratifiant, tu vois, donc c'est cool. Et après, comme je dis toujours, un award, c'est toujours... c'est jamais une personne, c'est toujours un groupe de personnes, tu vois. Donc je m'attribue jamais un award quand je dis... en fait, je dis jamais j'ai gagné un award ou un site of the year ou un site of the month, c'est toujours on a gagné, la team a gagné, et etc. Donc c'est en général, enfin tu vois rarement des projets du mois ou de l'année faits par une seule personne. C'est assez rare, quoi. C'est toujours un effort du groupe parce qu'en général les sites ça te base, tu vois. Et vu le temps qu'on te demande pour le faire, donc qui est très réduit, il faut une équipe des chocs. Et du coup, les 2 Seat of the Year que t'as eu, t'avais une équipe de combien de personnes environ? À Londres, quand je suis arrivé, alors, du coup, moi, quand je suis arrivé à Londres, c'est assez spécial, je bitais pas un mot d'anglais. Donc, c'était un peu compliqué au début, et on m'a recruté, donc j'ai fait l'entretien, je sais pas, le lundi, et lundi d'après, j'étais à Londres. Ok. C'était un peu chaud, et c'est là que j'ai rencontré David, en fait, sur un groupe gobelin. Ouais, les gars, j'arrive la semaine prochaine à Londres. Si quelqu'un a un lit... Ouais, je me rappelle de ce message. Et il y avait David, c'est même pas David qui a répondu, c'est une pote de David qui a répondu, qui a dit ouais, David il a un lit, tu vois. Et je et il s'avérait que le gars travaillait aussi à Unit 9, donc en fait du coup c'était la destinée. Donc on est devenu coloc et collègue en même temps. Et voilà. Et du coup je travaillais dans une team directement où on bossait sur ce projet pour Disney. Ouais. Et, en dev, on devait être, je sais pas, peut-être 6-7 devs. Pour ceux qui s'intéressent, il y a même eu des articles qui peuvent se trouver encore, non? Find your way to Oz. Très beau projet. Je pense qu'encore à l'époque, encore aujourd'hui, il est stylé, je trouve. C'était un des projets WebGL qui faisait vraiment une grosse démo, tu vois, Ouais. de ce qu'on pouvait faire. Donc c'était que Chrome. Oui, parce que c'est aussi tout le début du WebGL pour le coup. Ouais, la .3JS c'était pas encore au point, tu vois. Quand tu fais faire un truc, je me souviens d'avoir, ouais, tu mettais les mains dedans et tu fouillais, quoi. Et ouais, on était à peu près 6-7 devs, voire 8 peut-être, un truc comme ça. Et puis surtout, on avait un bon tech lead qui s'appelle Silvio Paganini, que je remercie énormément encore aujourd'hui d'avoir vraiment bien intégré, tu vois. Parce que c'est hyper important quand tu débarques dans un pays d'avoir quelqu'un qui te supporte, parce que sinon c'est compliqué. Ouais. Il parlait pas un mot d'anglais, lui il a vécu la même chose, il est brésilien, donc il est arrivé, c'était compliqué aussi. Donc il a compris un peu ma situation, tu vois. Je me souviens de les stand-up, première semaine, on me disait ouais, tu vas faire ça. Je faisais j'ai rien compris. Donc ouais, c'était chaud. Mais une fois que je prenais mon taf, je le faisais très bien, tu vois. C'est juste que comprendre et parler, plus la pression du taf et tout qu'on te mettait. Donc ouais, c'était assez chaud à gérer. Donc heureusement j'avais Silvio pour épauler, quoi. C'était vraiment cool. Et après, donc ouais, on a gagné ce site de l'année. Et après, avec Nipples, carte de vœux qui ont toujours eu un gros succès quelque part. Ouais, je dirais une bonne réception du public, tu vois, où les gens sont toujours contents d'avoir une petite expérience en fin d'année, tu vois, avec laquelle jouer.
Donc c'est vraiment très cool. Et là, on avait gagné effectivement un Site of the Year avec, je ne sais plus le nom. C'était 2019 pour makemeepulse.com. Et ouais, c'était une petite XP en WebGL ou un peu illustrée façon Moebius, etc. Donc c'est très cool à faire. Très très beau. Participer, tout le monde dans la boîte en général participe aux cartes de vœux. 4 jours, une team lead, et puis toujours, t'as les gens qui vont venir. Enfin, c'est vrai que toujours un site ou un award, c'est vraiment un effort de groupe, tu vois. Ouais. C'est vraiment un truc où les gens vont se donner à fond. Là, c'était vraiment un projet passion aussi, quelque part. Parce que... Ouais, c'était pas du tout un projet client, donc c'était vraiment cool à faire, dans le sens où t'as pas de contraintes. T'es full libre, tu vois. Et typiquement, quand t'es full libre sur un projet, bah, par exemple avec Make Me Pulse, avec une équipe, donc je sais pas comment vous étiez, mais une dizaine, c'est ça? Ouais, un peu plus, ouais. Ouais, une dizaine, je dirais, ouais, un truc comme ça. C'est où que toi tu te situes au niveau de la conception, au niveau du dev? C'est comment que vous bossiez là-dessus? Alors pour les cartes de vœux, c'était un peu spécial parce qu'il y avait beaucoup d'expérimentation, dans le sens où vu que c'est un projet de boîte interne, au début, on faisait ça en mode tout le monde participe. Donc c'était un gros battle royale, tu vois. Celui qui a la meilleure idée. Donc ça n'a pas trop marché. Il y a eu le modèle qui a bien marché la première année, c'était le lead créa en gros. Les 2 leads créa en général, c'est un peu le système avec Meeples. Prenez le lead sur le truc et sortez donc s'enfermer dans une pièce, tu vois, ils pondent un concept. Et ensuite nous les devs, on arrive. Et les idées en fait sont pas définies, pas claires, mais il y a une base sur laquelle s'appuyer, et nous on arrivait et on construisait par-dessus. Tu challenges, tu pousses le projet un peu. Tu fais bah moi du coup je vais prendre cette partie, donc tu prends le leadership sur la partie, tu vois, et puis tu la pousses, tu vois. Donc c'est un peu aussi le rôle du creative développeur dans cette configuration, tu vois. C'est de prendre le truc et de le pousser au maximum. Indépendamment, si t'as pas de motion, même si t'as pas de créa défini, t'as assez dégourdi pour le faire, tu vois. T'as fait un peu de motion, t'as fait un peu de créa, tu fais du dev, tu fais des trucs, tu mélanges, et ça fait des trucs, quoi. Et puis voilà, quoi. Et sur 2019, c'était Louis Ansa et Manon Jouet qui avaient pris le lead sur la créa. Ils voulaient faire un truc vraiment qui leur tenait à cœur, etc. Donc, on faisait énormément de recherches en amont, etc. Dans les bibliothèques, à la Fnac, acheter des livres, machin, de références. Donc, fait des illus, Photoshop, et des dessins, etc. Donc, une fois que tout était posé, validé, là, les devs, on est arrivé, proto, etc. Et au bout d'un moment, les protos sont plus des protos, et c'est le projet final. Tu connais. Et ça se fait comme ça. Ouais, bah, ça déboîtait, hein. C'était un beau projet. Quand je l'ai vu passer, j'ai fait ouh, trop bien. Ouais, c'était cool. Trop bien. Et Vas-y, hein. tu voulais rebondir là-dessus? Oui, moi c'était par rapport justement, après quand tu finissais des projets, par exemple avec Nupulse ou même sur tes projets perso, parfois tu sors des tweets longueurs ou différents ou des articles, etc. où tu parles de ta démarche et cette envie de partager, elle te vient de quel endroit? Enfin, d'où c'est vraiment t'as envie de le faire ou c'est tu te dis il faut le faire? Ouais, en fait, je pense que j'ai gardé ce truc que j'ai trouvé dans mes études, en fait, de partage et d'entraide, tu vois. Dans le sens où bah, tout le monde est dans la galère, tout le monde veut faire la même chose. Pourquoi le savoir devrait être centralisé, en fait, tu vois. Donc si tu le sais, partage, en fait. Et comme ça, on avance tous ensemble, beaucoup plus loin. Et beaucoup plus rapidement aussi. Parce que si tout le monde fait son truc dans son coin, au bout d'un moment, tu fais « Ah, mais t'as fait la même chose que moi, en fait !» Ça fait beaucoup de petits trucs. Ouais. Ça fait pas un gros truc au final. Donc je trouve ça hyper important de partager pour ceux qui n'ont pas la connaissance encore, ceux qui s'y intéressent, ceux qui sont débutants, ceux qui connaissent pas aussi, tu vois. Donc je trouve que c'est important de le mettre sur internet et que ça appartienne, tu vois, aux archives en fait, tu vois. Quelque part, c'est dans les archives. Justement, tu mets sur internet, il y a un format que tu préfères, toi, faire un article sur Medium ou faire Twitter ou au contraire Je t'avoue que mon format préféré c'est un blog post. Le problème du blog post, c'est que ça prend énormément de temps à faire. Quand je fais un blog post, en fait, j'adore tout décortiquer, tu vois. Genre partir du début de mon idée créative à la fin, jusqu'à l'exécution, tu vois. Et du coup, j'aime bien décomposer. Ah, j'ai reçu ça comme brief. Ensuite, j'ai eu ça comme proto. Ensuite, voilà, mes whips, entre-temps. Donc, mes des gifs, des animations, des conclusions, des bouts de code parfois. Et en fait, faire un article comme ça, déjà, en général, tu le fais pas tout de suite après parce que t'as déjà enchaîné sur une autre prod. Donc, tu dois te replonger dedans. Donc, réouvrir le code, réouvrir le projet. Et ensuite, tu dois
tout revoir, tout recomprendre de fond en comble et tout, limite refaire le site partie par partie pour sortir des assets, etc. Donc c'est assez long, on va dire. Et maintenant, je suis plus en format Twitter, Ouais. où je vais faire des threads. Ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi dans le sens où c'est plus consommable facilement, Ouais. donc c'est plus rapide à consommer et plus rapide à écrire aussi, hein, on va pas Ouais, se c'est mentir. Ouais, au final, ouais, c'est vrai, tu vas un peu moins deep sur certains sujets, mais au final, tu partages quand même des points d'entrée Ouais. ou des points bien plus ou moins avancés. Ouais, C'est carrément. vraiment très cool. Et en fait, j'essaie toujours aussi d'ouvrir la porte aux gens sur Twitter, donc mes DM sont jamais fermés. Si tu me réponds à un message, je vais te répondre derrière, il y a pas de souci, tu vois. C'est juste que écrire toute l'explication, ça demande du temps et je peux pas forcément le faire. Mais si quelqu'un me pose une question spécifique, je vais répondre, tu vois. Ouais. Il y a pas de souci en fait. Cool. Posez-lui des questions. Ah oui, c'est hyper important d'avoir des gens à qui demander des... Parce qu'en fait, c'est assez dur de trouver à qui demander des choses, tu vois. Et c'est Internet, donc c'est assez anonyme, etc. Donc c'est compliqué. Donc j'essaie quand même d'avoir ce côté un peu humain sur c'est Internet, tu vois. C'est vraiment cool. Et du coup, après ça, t'es sorti un peu d'advertising. En tout cas, après ça, là maintenant, tout récemment, t'es sorti de l'advertising. Et t'as rejoint Fable. Ouais. Pourquoi ce move? Ou alors, c'est quoi Fable déjà? Alors Fable, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en ligne qui se donne l'ambition de pouvoir donner accès à l'animation comme si tu fais sur After Effects ou un autre logiciel d'animation, mais le faire en ligne en fait. Et du coup, t'as plus besoin d'installer un logiciel. Ok, un peu comme Figma. Un peu comme Figma. Donc ouais, on va dire que c'est un peu un Figma de l'animation, dans le sens où c'est en ligne, tu partages un lien, la personne qui le reçoit peut directement visualiser le contenu, ou même l'éditer, si elle a un compte, etc. Donc moi qui viens de l'animation, ça me touche beaucoup comme projet. Et c'est vrai que là, en fait, l'advertising, ce qui est cool, c'est que tu vois énormément de choses, de sujets, etc. Mais il y a toujours eu cette petite partie de moi qui disait, mais j'aimerais faire un truc, un outil qui me sert qui m'importe plus, tu vois. Ouais. Dans le sens, vendre des shampoings, c'est pas ma passion, tu vois. Mais par contre, ça me donnait la liberté créative de faire des trucs de fou. Donc voilà. Ouais, make sense. Mais au bout d'un moment, le truc, c'est que l'advertising est une industrie qui va très vite, à un rythme très soutenu. Et au bout d'un moment, là, les dernières années, j'ai un peu... mon équilibre dont je parlais tout à l'heure, il s'est un peu même renversé, je dirais, où le travail est passé pas du tout de manière majoritaire par rapport à ma vie de perso. Donc j'ai voulu un peu aussi modérer mon rythme de vie et plus aller au sport, m'occuper de mon gamin, énormément de choses qui me tenaient à cœur et que j'avais pas le temps de faire avant, tu vois. Ouais. Et justement, en parlant de temps, tu fais énormément, donc, comme on disait, de projets perso. Ouais. Donc, Du coup, depuis que je suis avec Plus, tu peux remarquer que mon rythme s'est un peu accéléré. Mais ouais, en fait, j'aime beaucoup créer à côté. Ça me permet aussi... du coup, j'ai mon travail qui en vient à une passion. Donc la Fable, c'est pareil, c'est une passion, tu vois. Mais dans tous les cas, j'aurais ce besoin créatif de créer quelque chose... Tu vois, juste qui est beau, ouais, juste un petit jouet, tu sais, c'est comme t'as un Lego, tu fais, t'as un petit château, t'es content, tu vois. Ou alors avec de la pâte à modeler, par exemple. Ou de la pâte à modeler, ouais, en fait, c'est n'importe quoi, la pâte à modeler, ouais. Un jour, je me suis déliré, c'était dans le confinement, tu vois, et j'appelle une boutique de jouets, et je lui demande, vous avez de la pâte à modeler? Ils me font, oui, c'est pour un enfant de quel âge? Ils font, 30 ans? Ah! Du coup, je vous propose pas la pâte à modeler qui se mange. Non, ça va aller. Mais en fait, il n'y a pas d'âge, tu vois, pour s'amuser avec n'importe quel médium. En ce moment, je suis dans la peinture, donc pâte à modeler, c'est n'importe quoi. Des Lego, tu t'amuses avec. Ouais, c'est cool. Mais en vrai, tu dis il y a pas d'âge, mais on voit pas ça tous les jours, tu vois. J'ai trouvé ça trop cool quand j'ai vu tes petits side projects avec de la pâte à modeler, justement, parce que ça ramenait entre guillemets vers l'enfance pour faire quelque chose de super frais créativement. Ouais, mais je trouve ça assez ouf que en fait quand on est petit, on a énormément de créativité et que ça commence à s'estomper quand on grandit. Et du coup, j'aime pas du tout cette idée, tu vois. Je pense qu'on peut être créatif toute sa life en fait.
toute sa vie, pardon, c'est en français. Ah, il fait accepter. Et ouais, je trouve que c'est important de garder un peu ce côté enfantin, parce que ouais, la pâte à modeler c'est pour les enfants, mais en fait non, trop pas. C'est beau, c'est ludique, la texture c'est trop bien à toucher. Enfin, je comprends pourquoi c'est dédié aux enfants, tu vois. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu as besoin justement de toucher, d'avoir un retour sur un format un peu physique avec de la peinture ou autre pour sortir du digital ou... Ouais, en ce moment, je dirais. Alors c'est peut-être parce que j'en ai un peu marre d'avoir passé autant de temps à charbonner dans le digital. Mais là, j'ai un vrai retour à des médiums plus tradis, tu vois. Donc ouais, la pâte à modeler, la peinture. Là, je suis en train de tester tout type de médium pour dessiner ou peindre. Donc ça passe au pastel, gouache, acrylique, watercolor, enfin tout ce que tu veux. Mais à chaque fois, je trouve un plaisir et ça me fait kiffer tout simplement, tu vois. Je trouve que c'est important aussi d'avoir... Ah, ça te permet de sortir un peu de Ouais, et ton en taf fait, ou de ce que tu fais tous les jours. Exactement, ça permet un peu de s'aérer l'esprit. Même, toi, si tu as une idée numérique ou digitale, bah, tu peux quand même la traduire de manière traditionnelle. Rien n'empêche d'avoir un pont entre les deux disciplines, tu vois. Et en vrai, ce pont, plus je bosse les deux côtés, bah, plus j'arrive à faire des ponts et ramener les choses dans l'un ou dans l'autre, tu vois. Un peu l'histoire de connecter les dots. Ouais, c'est ça. Connect the dots. C'est ça, mais c'est vrai, en fait, plus tu fais de choses qui n'ont rien à voir, au bout d'un moment, tu vas faire, ah, mais là, il y a un pont à faire. Et ça fait une nouvelle discipline, tu vois. Et je trouve que c'est assez cool à découvrir. Enfin, en tout cas, de manière personnelle, je trouve ça assez jouissif, tu vois, de me dire, ah bah, je peux faire ça, tu vois. Avec ces deux choses-là, je fais, hop. Ça fait un autre. Et du coup, ces idées, justement, de te dire, bah ok, que tu te dises, ok, j'ai envie d'explorer quelque chose en peinture ou en pâte à modeler, why not? Mais comment tu vas trouver l'idée derrière de ce que tu as produit, par exemple? C'est totalement jouissif, enfantin, tu te dis, tu commences à faire quelque chose et tu vois où ça te mène ou... Ouais, en général, c'est ça. En fait, c'est l'itération. À chaque fois, c'est l'itération. Donc, je commence avec un truc vraiment basique. Et je fais, ah, peut-être qu'on peut ajouter ça, et ajouter ça, et ajouter ça. Et au bout d'un moment, ça fait un projet, tu vois. Je dis, bon, bah, on va arrêter là parce que... Allez, on passe à autre chose. Et genre, ouais, la pâte à modeler, j'ai commencé, donc, ouais, à juste faire des cubes, tu vois. Après, j'ai fait, ah, bah, en motion design, il y a 12 principes d'animation. Squash and stretch, tu vois, le premier. Juste, on va faire ça avec la pâte à modeler et juste bouger la pâte à modeler avec un effet stylé, tu vois. Et j'ai fait, ah, ça marche bien, tu vois. Une idée un peu simple dans l'idée pour te lancer dedans, pour te dire comme ça tu vas explorer. Et toujours commencer avec une composante qui est très simple, tu vois, qui est facile à faire très rapidement pour te dire, ok, je l'ai fait, ça me plaît ou pas. Du coup, ça où en général, je crois qu'il y a plein de trucs que je montre pas aussi parce que je dis, ah, mais en fait, j'aime pas du tout ce que je fais. Mais c'est important, ouais, de commencer simple, sinon tu commences jamais, en fait. Ouais. Et après, t'itères, et au bout d'un moment, t'as un truc plus ou moins cool qui te plaît. Et ouais, du coup, quand ça me plaît, je suis content. Ouais, c'est clair. Ouais, puis parfois on doit te lancer dans des nouvelles technologies, par exemple sur ta série où tu avais des patterns africains. Ouais. Tu t'es lancé sur du substance designer. Oui. Ça, c'est aussi une envie d'explorer parce que tu as entendu parler de la techno, tu te dis qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ouais, c'était même approche qu'avec la pâte à modeler, tu vois. Je me suis dit, ah bah il y a substance designer que j'aimerais bien apprendre, juste comme ça pour le kiff, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire avec? Donc au début, j'ai affiché un triangle. Je fais, ok, j'ai fait un triangle, cool. Après, j'ai fait, ah, si j'en mets plein, tu vois. Et après, vu que j'ai un peu ce côté, du coup, analogue qui était là, j'ai essayé de le ramener, du coup, le côté digital. J'ai fait, ah, est-ce que je peux... Du coup, je me suis dit, le challenge, est-ce que je peux rendre ça, faire un rendu analogue, tu vois. Un côté un peu papier ou presse, tu vois. Et du coup, c'était un peu mon objectif avec cette série. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ok, tu vas en faire un tous les jours. Là, je me sens un peu vénère. Là, j'avoue, je me sens un peu vénère. Pour un mec pas prolifique. C'est le confinement aussi. J'ai une excuse, tu vois. Très bonne excuse. C'était confinement créatif, tu vois. Mais ouais, là, je me sens un peu vénère. J'en ai fait un tous les jours comme ça. Et au bout d'un moment, bah, le logiciel était de plus en plus facile chaque jour. Donc le premier, ça m'a pris 4 heures. Et après, c'était vraiment une demi-heure, tu vois. En une demi-heure, je faisais un pattern qui était plus ou moins réussi. Et ouais, du coup, encore un pont, tu vois, que j'ai fait. Pattern africain, bah, je me souviens des pagnes de ma mère, etc. Je fais, ah bah, j'aimerais bien les reproduire de manière digitale. Avec un côté un peu, voilà, écrit en papier, dessiné, etc. Donc, ouais, tu prends des notions, tu essaies de les mélanger avec l'outil que t'as. Donc, même si l'outil, moi, quand je vois un logiciel que je connais pas, sur tous les boutons, tu vois, ah, tu sais, ce bouton, il fait quoi? Bah, là, je fais, ah, il fait ce bouton-là, ok, ça fait du bleu, très bien. Ça fait du jaune. Bah, mais ça fait du vert, voilà. Voilà. Donc, c'est un peu la logique, tu vois.
Ouais, de mon processus de création. C'est l'itération, vraiment, je pense, le mot-clé. Et dans tes projets, tes side projects, on va dire, tu bosses aussi de temps en temps avec ta partenaire de vie, Camille Morisson. Ouais. Et c'est aussi quelque chose qui te fait plaisir de bosser en équipe à côté? Ouais, grave. En fait, je trouve que l'ordinateur, ça isole à fond. Mhm. Et en fait, c'est assez, comment dire, c'est paradoxal, tu vois, dans le sens où ça te connecte à des gens que tu connais pas, mais ça t'isole des gens que tu connais dans ton propre environnement, tu vois. Quand on est dans un espace de coworking, on est tout ça sur nos ordi perso et on se parle pas, tu vois. Alors qu'on parle à des gens sur Slack ou Discord, Ouais. tu fais, C'est vrai que tu vois, c'est quand même la même chose quand tout le monde a son portable, tu vois, comme ça, autour d'une table, tu vois, mais personne ne se parle. Tu vois, des tables de restaurant comme ça, Et c'est triste. Et c'est grave chelou, tu Ouais, c'est vois. clair. Ça me fait toujours bizarre. Je fais putain, faut que j'évite de faire ça. C'est super chelou. Et du coup, j'aime bien un peu rompre de temps en temps ce côté immergé sur ton écran, tu vois. Et je trouve que de manière globale, l'art, c'est un moyen de communication, tu vois. Et le faire avec ma partenaire, c'est vraiment un truc qui me fait vraiment kiffer, tu vois, dans le sens où ça nous fait un truc en plus à partager encore. Et vu qu'elle est aussi designer, pour pas trop sortir du truc, ouais, du coup, on itère aussi ensemble, tu vois. Ouais. Donc, elle va parfois m'apporter des idées. Je vais dire, c'est de la merde, tout ce que tu dis. Et voilà, et elle va me dire, mais non, c'est toi qui dis de la merde. Enfin, bref, au bout d'un moment, on arrive à trouver un terrain d'entente et on fait, faisons un projet et ça sera ça, tu vois. Okay. On avait fait un site qui s'appelle Piu Piu. Ah yes. Et ouais, c'était un projet à la base j'avais fait ça pour un workshop pour les designers, justement, pour leur apprendre un peu à... Workshop pour l'école? Non, un workshop pour des designers à Oslo, Ok. pour apprendre à mettre en 3D de leurs illustrations. Ok. Et donc j'ai commencé ce projet-là avec Camille. Du coup, moi, je me suis servi de ça comme prétexte pour voir si je pouvais apprendre à quelqu'un qui n'est pas du tout tech la 3D. Donc j'ai appris à Camille à faire un peu de 3D, etc. Et elle s'est chauffée aussi. Et donc elle a dit, ouais, mais en fait, on peut faire ça, nan. Et c'est devenu ce projet-là, tu vois. Trop cool. Et du coup, ouais, c'est toujours l'itération. Donc on a commencé, fais un cube, fais un rocher. Au bout d'un moment, on fait, ouais, mais attends, mais si on faisait des plantes et ça. J'ai, wow, ok, vas-y, on le fait. Et c'est parti comme ça, quoi. Donc ouais, et globalement, ouais, je trouve que faire des side projects qui sont pas numériques, ça apporte beaucoup de manière humaine, en fait. Même si après tu refais du numérique, puisqu'au final, Piu Piu, par exemple, c'est du numérique. Ouais, mais tu vois, on a dessiné les illustrations, tu vois. Il y avait toujours ce petit côté visible, analogue, quoi. Il y a toujours un pont qui se fait, tu vois. Donc, moi, j'aime bien quand il y a des ponts qui se font entre l'analogue et le digital. Il y a des projets comme ça qui t'ont marqué plus que d'autres, en bien comme en... Est-ce que c'est la question du Le plus bel échec ou la plus belle réussite? plus belle réussite? On va commencer en positif. Plus belle réussite, je pense que c'est d'avoir réussi à sortir mon esprit du digital. Donc, faire beaucoup de side projects qui sont analogues. Je trouve que ça m'a réussi bien dans le sens où même quand je retourne sur mon ordi, je suis plus content, tu vois. Je suis plus frais. J'ai plus de satisfaction à taffer mon job de tous les jours en faisant des choses à côté. Donc ça pour moi c'est une grosse réussite, tu vois. Parce qu'avant j'étais full expérimentation digitale, faire des trucs, toujours itérer sur mon ordi tout seul dans ma chambre. Et vraiment ça enferme en fait, tu vois. Donc ça c'est un truc que j'ai réussi à me libérer de ça, donc je suis assez content. Et après plus gros échec. Il y en a plein des échecs, hein, mais le plus gros... Le plus bel échec, si tu veux. Le plus bel échec, qui finit en feu d'artifice. Allez. Je dirais un projet que j'ai fait à MMP, avant de partir. C'était un gros projet, en fait, où on était énormément de personnes, tu vois. Donc, très ambitieux, très beau, dans des conditions extrêmes, comme d'habitude, budgétaires ou calendaires. Et la pub. Et en fait, donc le projet au final marchait. Il a marché, tu vois. Mais au final, moi, du coup, j'étais le lead un des leads, donc le lead technique sur ce projet-là. Et en fait, je voyais ma team jour à jour dépérir, tu vois. Enfin, c'était un challenge de garder les troupes motivées tout le temps, tu vois. Et en fait, même au bout d'un moment, ça me
pesait sur moi dans le sens où j'avais plus envie de bosser sur le projet, tu vois. Et quand tu fais un projet un métier passion, et t'as plus envie de bosser, il y a un peu un problème, tu vois. Donc ça, je l'ai vécu un peu comme un échec dans le sens où j'ai pas forcément réussi à garder mon énergie de d'habitude, tu vois, qui est très bout en train, etc. Bon, j'ai quand même fini le projet, tu vois, de manière saine, etc., tu vois, mais quand même, au fond de moi, je me suis dit... À la fin, t'es sorti de là, t'as dit, il faut que je trouve une solution, il faut que je fasse quelque chose. Ouais, je me suis dit... En fait, ça m'a vraiment... Alors, dans le sens, c'est un plus bel échec, parce que du coup, ça m'a ouvert aussi pas mal de questions, de questionnements pour moi, etc., qui m'a fait remettre en question pas mal de choses sur ma vie pro, tu vois. Et je me suis dit, mais pourquoi je fais ça, en fait, tu vois? Pourquoi je me fais autant de mal, en fait, tu vois? Donc, dans le sens, c'était un échec dans un sens, mais aussi une réussite dans un autre sens, dans le sens où ça m'a fait réfléchir et j'ai avancé par rapport à ça. Ta solution, c'était quoi, justement, de prendre un peu plus de temps pour toi, de sortir Plus de temps pour moi, alors, ouais, je prenais déjà beaucoup de temps pour moi. Mais ouais, encore plus. Ouais, parfois, faut juste s'aérer l'esprit, voir d'autres choses. Ouais, c'est clair. Ouais, et puis je pense qu'en fait, ça faisait 6 ans que j'étais MMP. Et je pense que là, c'était un gros mash-up de tout. De tout, tu vois. C'était l'accumulation de tes années d'expérience, à enchaîner beaucoup de projets. Ouais. T'arrives sur celui-là, ça se passe pas aussi bien que ce que t'aurais pensé, alors c'est la première fois que tu disais, mais pourquoi j'ai pas de plaisir à faire ce taf d'un coup? Non, de base, à MMP, t'as toujours un petit truc, tu fais, ah, mais attends, on va pas y réussir, tu vois. Et au final, on y arrive, tu vois. Mais il y a toujours ce truc de, ah, on va faire l'impossible, tu vois. Et parfois, c'est vraiment impossible. Ouais. Parfois, faut pas pousser le bouchon trop loin, quoi. Ouais. Mais au final, il est sorti le projet. Non, il est pas sorti, parce qu'il y a eu le coronavirus qui a fait que le projet a été cancel, mais c'est un très beau projet, et la team, j'en suis hyper fier, tu vois. Ouais. Enfin, la MMP, c'est la famille, tu vois, et c'est toujours un projet, enfin, le faire avec quelqu'un d'autre, je pense que ça serait mal passé, tu vois. Ouais. Mais avec MMP, c'est toujours un plaisir de faire des projets, donc heureusement que c'était avec eux. Ouais, c'est clair. C'est super cool. T'avais parlé de match-up juste avant. Je reviens, t'as dit un match-up. C'est vrai que toi, t'as organisé aussi sur Paris des match-up où tu faisais des match-up designer, motion designer, tu mélangeais un peu tout ça. C'était un tout petit event au début. Ouais. Et puis après, au fur et à mesure c'est clair. des organisations, ça a grandi. Ça aussi, c'était un projet qui te tient à cœur et que tu vas continuer? Ouais, je vais continuer parce qu'il y a eu le corona qui nous a empêché de nous voir parce que ça a fini avec des soirées de 200 personnes, donc Ça va devenir pas mal, ouais. En termes de monde, ça fait beaucoup pour un bar. C'est clair. En période de Faut les prévenir. crise sanitaire, mais surtout en période de crise sanitaire, tu dis 200 personnes dans un bar, ils font bah non mec. T'as pas entendu parler? Ouais. T'as pas eu la news mon pote. T'as pas entendu le corona. Donc ouais, c'était compliqué, mais maintenant que voilà, le pass sanitaire avance, le vaccin avance, on va recommencer les trucs sympathiques. Mais ouais, ça a commencé tout petit. Je sais même plus pourquoi. Tu venais pas de Slack, les webmestres ou un truc? Non, je sais même plus comment ça a commencé cette histoire. Bah, l'histoire que tu nous as racontée, en tout cas, c'était que tu étais dans 2 Slack, un de designer et un de dev, et ils organisaient 2 events. Ah, mais Toi, oui, tu mais. t'étais dit, mais attendez, les mecs, on peut faire le même Mais c'est pas event. que 2 Slack, il y a énormément de gens, tu vois, dans des sphères différentes, et puis tout le monde, personne ne se parle, tu vois. C'est comme si les sphères étaient complètement séparées, alors que non, il y a énormément de choses en commun. Tous ensemble. On bosse tous ensemble, au jour le jour. Pourquoi on sépare les communautés, tu vois? Et ouais, du coup, ça a commencé comme ça. Venez, on fait un petit event. Ouais, le mercredi pour le vendredi. Et le vendredi, il y avait 30 personnes. J'ai fait, ah ouais, ok. Et les gens sont intéressés. Celui d'après, du coup, j'ai fait un truc organisé, etc. Ça avait 100 personnes. J'ai fait, ok, là, il y a un vrai truc. Et du coup, c'est devenu un truc, j'en fais à peu près 4 fois par an, tu vois. Et voilà. Ouais, c'est devenu un event un peu cool. Ça permet de rencontrer plein de gens, Ouais, c'est ça. dans le milieu. Déjà, moi, je vois tout le monde en même temps. J'ai plus à me séparer, tu vois. Je dis, bah, ouais, lundi, je fais ça. Non, on fait une soirée, les gars. Comme ça, moi, je vois tout le monde en même temps. Et ouais, je pense que c'est vraiment très cool. Bah, en fait, de parler autre chose aussi que de taf, tu vois. T'es là, mais on a aussi des choses en commun qui sont pas du taf. Donc, Ouais, c'est vrai. pourquoi pas en parler autour d'un verre, tu vois. Et il y avait un autre sujet aussi qui nous intéressait de parler avec toi, c'est Dis-moi tout. NFT.
Est-ce que tu connais? Ouais, je connais un peu. Ouais. Est-ce que tu peux m'en expliquer? C'est quoi ce concept de NFT, s'il te plaît? Les NFT, je suis pas un expert, mais je vais essayer. J'aime beaucoup la manière dont tu expliques ce que c'est qu'un NFT. J'essaie de mettre ça de manière simple. Basique. Donc NFT, c'est un non-fungible token. Donc quelque chose qui est unique. Voilà, c'est unique. Et actuellement, on le voit beaucoup associé à l'art. Donc ça s'appelle la crypto art. Donc je pense qu'on va plutôt parler de ça dans le podcast. Exactement, je confirme. Vu que c'est plus... C'est ce que tu fais. Donc, c'est ça. Mais le NFT, en fait, ce que je veux dire, c'est que le NFT, c'est pas dédié au crypto art. Et je pense que ça va changer énormément de paradigme, dans le sens où c'est vraiment une nouvelle manière d'authentifier des choses. Et associé à l'art, du coup, on va dire que on peut le voir comme une signature de la part de l'auteur, dans le sens où tu vas te mettre, donc là, en fait, ça se base sur la blockchain. Ouais. Donc la blockchain, c'est une grosse entité, disons pour imaginer que c'est un gros train, tu vois. Donc t'as les mineurs qui creusent le tunnel pour faire avancer le train, tu vois, et mettre les rails, etc. Donc qui créent des blocs. Et ensuite t'as le train, et dedans il y a des places assises, on va dire. Et du coup, le but du jeu, c'est de trouver les places assises, donc les ID. Et ça, du coup, c'est un token, tu vois. Et toi, tu prends ce token-là et tu dis, il est unique, parce qu'il n'y en a pas deux comme ça. Et tu peux vendre ça de manière comme si tu vendais une édition physique avec ta signature. Du coup, elle n'est pas duplicable. C'est un certificat d'authenticité. C'est un certificat c'est ça, exactement. Ouais, ce qui du coup match très bien avec le côté artistique, puisque tu peux dire, j'ai le certificat d'authenticité de ce tableau, qui est en l'occurrence un JPEG, une vidéo, ou quelle que soit la forme du WebGL, etc. C'est la même chose qu'il y a un principe, un mème, pas un mème, mais un truc qui se dit beaucoup dans le domaine du NFT, c'est que tu peux imprimer la Mona Lisa, tu vois, sur Internet, mais t'as pas l'original, dans le sens où t'as pas la vraie patte de l'artiste. T'as pas la signature, tu vois. Alors oui, t'as le côté physique en plus, mais c'est un autre paradigme qu'il faut se dire. La vraie valeur du tableau, c'est parce qu'il y a la signature. C'est ça la valeur du tableau. Édité par la personne qui l'a créé. C'est pas un duplicata. Et les collectionneurs sont intéressés par ça. Donc un collectionneur, il va se dire, mais moi je veux la vraie pièce originale. Donc ça, tu peux le vendre en fait. Et toi-même, t'es aussi tu t'es mis sur des plateformes, notamment iSign. Ouais. Alors je sais pas comment on dit ce truc. J'ai prononcé totalement à la française. H-E-N, tu vois, N. Donc tu t'es mis sur N. Ouais. Et tu t'y es mis, toi tu collectionnes à la fois et en même temps tu produis. Ouais. C'est quoi ton retour d'expérience sur les deux aspects? En fait, moi j'ai commencé en mars parce qu'il y avait, je me souviens, c'était Matt. Mars 2020. Mars 2020, ouais. Matt qui me dit, Matt Delaurier, pardon, qui me dit, ouais, il y a ça qui est nouveau, etc. Ça a l'air sympa, essaye, tu vois. Et je fais, ouais, ça a l'air chelou ton truc quand même. Peut-être mars 2021. 2021, pardon, oui. Et donc, il y a 6 mois. Et en fait, le truc, c'est que à la base, c'était vraiment le Far West, dans le sens où l'UI du site était complètement pété, etc. Mais tu sentais qu'il y avait un vent nouveau. Il y avait un truc à faire, en fait. Tu sais, tu sens qu'il y a des vagues comme ça sur Internet de temps en temps et tu fais, ah, mais ça, c'est nouveau, ça n'a pas été fait. On teste, tu vois. Donc, j'ai testé un peu en mars. J'ai vendu des pièces. Donc, ça m'a fait... Donc, mais moi, là, maintenant, je peux l'expliquer à peu près, toi, le NFT. Mais à l'époque, je sais pas ce que je faisais, tu vois. On m'a dit, mets un JPEG là, il va se vendre. J'ai fait, t'es sûr? Et c'est parti en une demi-heure. Et j'avais fait quelques Tezos, donc c'est sur le Tezos, une N, c'est sur la blockchain du Tezos, qui est une monnaie écologique. Une blockchain écologique. Par rapport à l'Ethereum actuel ou le Bitcoin qui est une catastrophe. Clean par rapport aux chains actuelles qui sont l'Ethereum ou Bitcoin ou d'autres chains qui se basent sur le proof of work. Ouais, ça c'était d'ailleurs un gros point de N.
Ouais. Pour passer dessus, ça a convaincu beaucoup d'artistes qui voulaient pas aller sur... Moi, je suis intéressé au train du NFT, on va dire, en novembre 2021 à peu près. Et j'ai vu le truc passer. Et j'ai vu aussi les critiques passer concernant l'écologie. Je me suis dit, c'est vrai que c'est pas très sympa. Après, mon avis a un peu évolué dessus, dans le sens où faut pas non plus mettre la faute sur tous les artistes. Au final, c'est pas de leur faute en fait. C'est pas aux artistes de faire changer en fait, tout le système, même s'ils peuvent contribuer à ça, mais c'est pas à eux, donc faut pas en vouloir aux artistes, mais Il vaut mieux en vouloir aux plateformes quelque part, si jamais. des plateformes qui se mettent pas à jour. Ouais, carrément. Et au final, du coup, j'ai attendu une plateforme écologique, donc c'était sur Tezos, et c'était N, et donc c'était très roux, mais ça a plutôt bien pris, et grâce notamment Mario... Fingerman. Pourquoi il n'y a pas de R? Il a fait un tweet récemment en mode, les gars, arrêtez d'écorcher mon prénom. On est désolé. Disons Quasimodo sur Twitter, Quasimodo, qui a beaucoup poussé la plateforme. Et donc moi, je l'ai vu ça et ça m'a beaucoup intéressé aussi, donc je me suis mis dessus. Donc après, j'ai un peu arrêté dans le sens que ça prend beaucoup de temps aussi les NFT, tu vois. Donc si tu veux suivre un peu le truc, il faut être dedans tout le temps, tu vois. C'est un peu... pas ouais, j'étais un peu, comment on dit, un peu sous l'eau, tu vois. Ouais, mais faut pas dire parce que c'est français. T'es un peu sous l'eau. Ouais, t'es un peu sous l'eau avec le truc, et du coup je voulais pas en faire non plus mon activité principale, tu vois. J'avais mon taf MMP à côté, etc. Donc j'ai un peu mis de côté, et je suis revenu récemment, et avec beaucoup plus de temps pour le faire, et mon rythme aussi, tu vois. Donc d'ailleurs j'en postais un toutes les semaines ou un toutes les 2 semaines. Et entre temps, j'ai collecté ce qui me plaît ou pas, mais je suis pas tout le temps là à regarder sur internet qu'est-ce qui va faire le prochain buzz, etc. Tu vois. Donc je le prends plus avec plus de recul, on va dire maintenant. Donc je le vis mieux. Parce que tu trouves que ça mettait une petite pression, est-ce que ça va se vendre ou pas? En fait, il y a beaucoup de FOMO qui se crée autour des NFT, dans le sens où il y a beaucoup de gens qui se font de l'argent avec les NFT. Et du coup, tu te dis, mais moi aussi. Moi aussi je veux faire de l'argent, tu vois. Et en fait non. Ouais, ça peut avoir un aspect négatif sur ton travail après si jamais tu te... Faut pas se laisser embarquer dedans à corps et âme, tu vois. Faut modérer un peu. Et je pense que c'est pas facile. Et en parlant d'argent, tu me disais la dernière fois que tu essaies de mettre tes œuvres à prix accessible pour tout le monde pour que ton art soit accessible à tous. Ouais, mais en fait comment dire, mes œuvres se vendent plutôt bien en ce moment, donc je pourrais potentiellement monter les prix, tu vois. Mais en même temps, je me dis que mes collectionneurs du début sont pas forcément des gens qui ont beaucoup d'argent, etc., ou qui veulent pas forcément beaucoup d'argent dedans. Mais ça me fait quand même plaisir de leur partager mon art aussi, tu vois. Et du coup, je vois toujours cette escalade dans les NFT de mais il devient un peu famous, on va monter les prix. Et dans 6 mois, les prix sont plus les mêmes, tu vois. Ouais. Je trouve ça un peu dommage, parce que du coup, tu perds tes collectionneurs, donc c'est compliqué, et c'est dommage. Mais c'est aussi compliqué dans le sens où toi, tu veux en vivre. Donc oui, si tu vas vivre de ça, donc tu vas monter les prix au bout d'un moment, tu vois. Toi, c'est un objectif plus tard, tu te dis de vivre que du NFT, de la vente de crypto art, par exemple? Je sais pas si c'est un objectif de vie, mais en tout cas, ça me fait plaisir de pouvoir être rémunéré pour ce que je fais depuis 10 ans. C'est clair. Finally. Avant, on le faisait. Enfin. Avant, le... On dit français. Avant, les creative codeurs, les artistes, sur Instagram, sur Twitter, on partageait beaucoup pour avoir du like, du retweet, la visibilité, et au final, être repéré par les clients. La vraie finalité, on va pas se mentir, c'était ça. Tu vois. Il y a effectivement une grosse part de plaisir et d'expérimentation. Donc je nie pas ça, tu vois. Je me suis fait beaucoup fait plaisir. Mais dans la finalité, c'est aussi, faut que t'en vives, tu vois, de ta passion. Donc pour en vivre, il faut vendre tes œuvres. Et c'était pas forcément possible avant. Donc maintenant qu'il y ait ce nouveau paradigme qui ouvre l'art, du coup, à énormément de gens, parce qu'avant l'art c'est quand même une niche de ouf. Alors ça reste une niche, les NFT, mais beaucoup plus grande pour moi que l'art traditionnel.
c'est un bon moyen de gagner sa vie maintenant. Enfin. Et c'est vraiment cool je suis ultra content que les artistes n'aient plus à bosser pour des clients qui leur marchent dessus. Ouais. Et puis vivre de leur passion C'est bien, c'est une technologie qui ouvre des portes à beaucoup de gens et qui leur permettent d'en vivre. Enfin, j'ai vu des gens changer de vie avec ça, tu vois. Qui galéraient avant pendant beaucoup d'années, tu vois. Et tu vois, un truc qui est rigolo, même si t'as beaucoup de followers, ça veut pas dire que tu gagnes beaucoup d'argent, tu vois. Enfin, c'est un truc qu'il faut séparer. Et il y en a plein, justement, qui sont revenus dessus. Ouais, j'ai plein de followers, mais ça veut pas dire que je fais beaucoup d'argent, tu vois, avec ça. Pour moi, le NFT, c'est vraiment un nouveau moyen de gagner ma vie. Donc, laisse-moi faire ça. Arrêtez de critiquer que je suis sur l'Ethereum. Ce qui est marrant, c'est que tu peux mettre ton prix. Par exemple, toi, tu vas vendre plusieurs éditions. Ouais. Genre X éditions, par exemple 100, 1000 ou... Enfin, on peut en mettre autant qu'on veut, quoi. À des prix réduits, en mettre d'autres plus chers, etc. C'est assez intéressant aussi comme façon de vendre. Alors, du coup, si tu restes sur N, c'est le système. Moi, mon système, effectivement, c'est de mettre un nombre limité d'éditions à un prix raisonnable. Je pense qu'effectivement, je montrerai mes prix de manière occasionnelle, tu vois. Et puis derrière, je mettrai peut-être des éditions encore moins chères, juste pour... Avoir une bonne balance. Voilà, toujours pour avoir mon art accessible, tu vois. Mais il y a d'autres plateformes où tu contrôles pas trop, notamment sur des blockchains sur l'Ether, où tu as on va dire, des enchères. Là, en général, ça part dans des sommes astronomiques. Et toi, en tant que petit collectionneur, ça va être compliqué pour toi d'acheter ça, en fait, tu vois. Et même en tant qu'artiste, si tu te dis, je voudrais que certaines personnes aient accès à ça, parfois c'est même impossible. Parce que l'enchère est beaucoup trop élevée. Et là, t'as plus aucun contrôle, tu vois. Alors, effectivement, à la fin, t'es content. Mais en tout cas, j'aurais ce sentiment c'est pas accessible quand même, mon truc. C'est très élitiste. Tu vois, j'aime pas ce côté élitiste. Ouais, c'est cool. Très bien. Et on va arriver sur la fin du podcast. Ouais. Un petit conseil pour... un petit ou grand, hein, mais... pour le William de 20 ans Ouais, carrément. Je mets tellement des conseils. Un seul. Un seul, je dirais qu'il faut trouver un bon équilibre. Ok. Entre ta passion et ta santé, en fait. Ton équilibre de vie entre le perso et le pro, il doit être le plus simple possible. Si tu bascules dans l'un ou dans l'autre, t'auras effectivement des... Ouais, putain. Donc, trouver une bonne balance entre la vie pro et perso, c'est hyper important. Et en fait, il y a le temps. C'est pas besoin d'être pressé, tu vois. Actuellement, on vit dans surtout avec Internet et cette FOMO. T'es toujours en mode mais il faut que je fasse parce que sinon on m'aurait oublié, tu vois. Ou sinon je serais pas recrutable pour les agences, pour les clients, etc. Tu dis non, mais t'as 20 ans, tranquille. C'est toi qui es fait, tranquille, t'as le temps. Tu vois, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'industries où on demande à des jeunes d'être ultra efficaces et prolifiques direct. Alors, t'as beaucoup d'industries, un 3D artiste, je sais pas, mangaka, etc. Les gens deviennent experts, vieux. Tu vois, ils sont pas là, seniors au bout de 3 ans, tu vois, parce que... C'est vrai que nous, on passe vite senior. T'as fait 3 ans d'agence, je suis senior, les potes. C'est senior, oui, là, LinkedIn, senior développeur. Non, c'est pas ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Prenons le temps, tu vois. Il y a tout le temps. Il y a tout le temps. Et par rapport au temps, est-ce que tu aurais des gens que tu veux, un artiste en particulier que tu veux Mettre en avant, nous partager, nous faire découvrir. Histoire qu'on ait du bon temps. Toujours une réponse, avec moi c'est compliqué. Je dirais que ce qui m'influence beaucoup, nos artistes, donc c'est pas d'artistes de notre génération, on va dire, mais ça va être par exemple Vera Molnar, une pionnière dans le creative coding. Il n'y avait pas d'ordinateur forcément, enfin si, elle avait des ordinateurs, mais c'était pas le même qu'aujourd'hui, tu vois, donc c'était beaucoup plus limité, mais elle s'en servait de manière assez intelligente pour créer des choses vraiment intéressantes. C'était vraiment le début du creative coding, comme on connaît aujourd'hui. Ensuite, j'aime beaucoup Gunther Stolz, je sais pas si je prononce bien, allemande, ouais. C'est une des premières enseignantes à l'école du Boss et en tapisserie. Et ce qu'elle fait, c'est vraiment sublime.
j'aimerais tellement atteindre ce niveau de rendu avec avec des créations digitales, tu vois. Donc je bosse dessus. Joseph Albert pour la couleur, comme Vasarely aussi. Joseph Albert, c'est un artiste que je reviens souvent dessus parce que son approche de la couleur est incroyable. Enfin, son approche, c'est comment la couleur interagit, comment les couleurs interagissent entre elles. C'est un sujet qui me passionne, donc la couleur, c'est un truc que je bosse depuis 2 ou 3 ans, tu vois. Donc forcément, Joseph Albert, c'est une référence. Et de la même façon, Annie Albert aussi. Okay. Donc, Il est parti. Hein. On l'arrête plus, mais on va l'arrêter. Il a fait, moi c'est difficile, je vais en faire 4. Et si jamais il m'arrête pas, 5. Non, alors du coup, vu que j'ai dit Joseph, je vais dire Annie, parce que j'aime pas privilégier les hommes que les femmes, plutôt que les femmes. Annie était aussi, en fait, c'est plus tapisserie aussi, ou couture. Et les patterns ressemblent encore beaucoup à ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde du creative coding. Okay. Il y a beaucoup d'idées à prendre et à apprendre et à transformer, en fait, tu vois. Okay. Même si c'est des domaines différents, en fait, comme je dis toujours, allez voir ailleurs et ramener les compétences dans votre domaine et ça va faire un truc assez stylé en général. Est-ce qu'on devrait partager les artistes ou on garde pour une prochaine fois parce qu'il y en a eu tellement aujourd'hui? Bon, on peut en partager un. Ok, bah vas-y David. Un seul, moi, ce sera Dan4 et Rêve Dan4 sur Instagram. Je sais pas sur les autres plateformes. Et c'est un artiste qui fait du plotter et qui fait tout le temps des patterns, mais il expérimente avec tous les types de stylos, de peinture, etc. Et puis il est assez intéressant à suivre parce qu'il poste aussi ses profits, ses pertes sur le digital. Il raconte son mois, où est-ce qu'il a investi, comment est-ce qu'il a investi sur lui-même. Et il s'est mis en fait au digital art ou même au plotter, qui consiste donc à dessiner avec un robot, assez tard. Et du coup, il a une approche, il a switché petit à petit pour devenir un artiste à plein temps. Et sur la dernière année, on a vu le switch arriver. Et c'est hyper intéressant parce qu'il partage tout son process tout le temps. Ouais, je vois de qui tu parles. J'adore son taf. Et de mon côté, ce sera quelqu'un qui a le pseudonyme Pointline sur N, justement, sur Twitter et d'autres parties. Je vais essayer de dire son nom. C'est une femme qui s'appelle Iskra Velichkova. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti. On verra bien. Et elle fait du Axidro, elle fait énormément d'art. Aussi. Ouais. Elle touche à tout et ce qu'elle crée digitalement ou en Axidro, ce qu'elle crée généralement, me touche beaucoup. Donc, ouais, pareil, ça me touche beaucoup parce que, en fait, elle a aussi cette approche très analogue des choses, tu vois. Et toujours chercher ce côté traditionnel et le mettre dans le digital, moi, ça me parle de ouf, tu vois. C'est trop bien, quoi. Exactement. Moi, vous m'avez trop chauffé, j'ai envie de faire plein de choses maintenant. Bah, parfait. J'espère que nos auditeurs aussi. Et puis, ouais, c'était super cool. Merci, Will. Bah, merci à vous. Pour toute l'inspiration. Ouais, c'est clair. La bonne humeur. À une prochaine. Prochaine. Tchou. Ciao, ciao. C'était cool.